n'y a pas de problème de droite et de gauche. En revanche, il y a des réponses de droite et de gauche aux problèmes qui existent. Vous niez qu'il y ait un accord entre Sarkozy et vous pour démolir Borloo, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Oui, c'est un peu pire que cela. Les politiques sont condamnés à être des illusionnistes, puisqu'ils jouent à avoir désormais une position sociale qu'ils n'ont plus parce qu'ils sont inféodés à l'économique. Vous le savez très bien. L'affaire Karachi rattrape un autre proche de Nicolas Sarkozy. Brice Hortefeux a eu plusieurs conversations téléphoniques avec Thierry Gaubert, dont une pendant sa garde à vue. Quelques jours avant cette garde à vue, il a pris attache avec lui pour lui expliquer qu'un témoignage essentiel dans le dossier le mettait gravement en cause, à savoir le témoignage de son épouse. Je confirme ce que j'ai dit, les voyages de mon mari, surtout à l'étranger, et de revenir avec des sacoches. Bon, il y avait de l'argent, mais je ne sais pas d'où l'argent venait. Donc vous avez été témoin de voyage. Quel genre de voyage? C'était mon mari et Monsieur Takedine. Pistant les flux financiers transitant par des intermédiaires, dont le sulfureux Ziad Takedine, le magistrat financier a découvert l'échéancier de paiement pour la vente de frégates à l'Arabie Saoudite en 1994. Ce document prévoit le versement d'un acompte de 10 millions de francs avant le premier tour de la présidentielle de 1995, un montant effectivement versé par le royaume saoudien le 26 avril de cette même année. Le jour même, une somme équivalente est déposée en grosse coupure sur le compte de campagne d'Édouard Balladur, une coïncidence à laquelle ne veut pas croire le juge Van Ruynbeck. Je dis au président de la République, je lui suggère, arrêtez tout de suite, puisque vous êtes garant de la Constitution, arrêtez tout de suite et levez le secret défense sur tous les contrats, notamment sur Agosta et notamment sur Savoie 2, pour qu'on crève l'abcès et qu'on arrête de parler de n'importe quoi sur n'importe quoi. Franchement, il lui appartient de faire ça tout de suite, dans les 24 heures. C'est digne, il est digne, il le fera. Oh, c'est dingue. Zied, Thierry, Philippe, Brice, ils sont tous là. Il y a même Bazir, mon témoin de mariage. vanruynbeck.com, la meilleure façon de retrouver ses amis. Je vous défie d'établir un lien, d'apporter une preuve d'un lien entre M. Sarkozy et M. Takedine. Je vous mets au défi. Eh bien, je vous réponds tout de suite. J'ai 2 documents là. Voilà. Qui sont dans le dossier. Ce document qui a été saisi en 2007 à la direction des constructions navales. Nicolas Sarkozy donne également son accord depuis le ministère des Finances. Non, ça n'a rien à voir avec monsieur. Ça a tout à fait à voir avec monsieur. Laissez-moi terminer. Cet argent a-t-il servi à financer illégalement la campagne présidentielle de 1995? C'est cette hypothèse qu'étudie actuellement le juge Renaud Van Ruynbeck. Une affaire qui embarrasse jusqu'au sommet de l'État, puisque Nicolas Sarkozy était à l'époque le porte-parole d'Édouard Balladur. Chacun savait à l'époque, c'est que M. Balladur comme M. Jacques Chirac ont explosé leurs comptes de campagne. Les comptes de campagne de M. Balladur et de M. Jacques Chirac n'auraient jamais dû être validés par le Conseil constitutionnel. Au lieu de ça, Roland Dumas a expliqué, alors c'était un peu dans le papier du Monde de l'année dernière, mais très précisément jeudi soir, dans un sujet que TF1 a consacré à l'affaire Karachi, qu'il a considéré que ceci mettait la République en danger, qu'on coupait les têtes des principaux dirigeants du pays, et donc, au mépris de la loi, en convainquant 4 de ses collègues, il y a 9 membres du Conseil constitutionnel, lui et 4 autres, ça fait une majorité 5, ils ont validé des comptes de campagne en sachant pertinemment que ces comptes de campagne étaient faux. Bon, écoute, si tu veux, je peux te conseiller un super avocat qui n'a jamais perdu un procès. C'est gentil, Jacques. Je te présente Maître Toc Toc. En plus, il est pas cher, hein, 2,50 € au BHV. Un certain nombre de nos responsables politiques ont sans doute du sang sur les mains. La vérité, c'est qu'hier, la gauche se drapait dans la présomption d'innocence pour protéger Dominique Strauss-Kahn. Aujourd'hui, vous la foulez aux pieds. Alors, j'ai vu que vous avez été élu maire de Valence d'Agen, comme votre père, président du Conseil général de Tarn-et-Garonne, comme votre mère. J'ai vu aussi que vous avez été condamné pour faux, usage de faux, abus de biens sociaux. Oh, mais vous êtes un vrai gangster. Et vous êtes aussi pour l'immigration et pour le chichon. Le gouvernement par l'exemplarité. Voilà ce que les Français doivent exiger en 2012. Et évidemment, ça va être difficile de trouver cela et au Parti Socialiste et à l'UMP. Nous ne sommes plus dans la République irréprochable, nous sommes dans la République irresponsable.
Ouais, ça a duré 2h30. Dominique Strauss-Kahn, qui a choisi de sortir par la grande porte. Il est passé ici au 126, donc de la brigade de la répression de la délinquance à la personne. Il a pris le temps de marcher. Il était plutôt souriant. L'image à retenir, c'est ce sourire de DSK, semble-t-il très détendu. J'ai eu face à moi exactement le Dominique Strauss-Kahn que j'ai vu dimanche soir sur votre plateau. Et avec la même arrogance, avec la même froideur. Sincèrement, je pensais qu'il s'excuserait. Pas qu'il avouerait les crimes, mais qu'il s'excuserait au moins pour ce qu'il concède. Il ne l'a même pas fait. Pourquoi ne serais-je pas là, à votre avis? C'est formidable d'être là quand la gauche gagne des sièges et dans cette magnifique assemblée qu'est le Sénat. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le Sénat va connaître l'alternance. Selon les derniers résultats venus d'outre-mer, la gauche dispose désormais de 177 sièges. C'est 2 de plus que la majorité absolue. La poussée de l'opposition est réelle et plus ample que je ne l'avais estimé. Je reconnais la poussée de la gauche. Je pense que c'est pour nous une leçon sévère dont il faudra tirer toutes les conséquences. Je serai donc candidat à la présidence du Sénat. Les sénateurs auront à se déterminer entre 2 projets, entre 2 visions pour notre Assemblée, entre 2 candidats. Toute tentative de 3e tour, comme je l'ai entendu chez Gérard Larcher ou chez François Fillon, toute tentative de tripatouillage serait indigne. Quand on a perdu une élection, on reconnaît sa défaite. Les sénateurs sont libres de leur vote. Oui, ils sont libres de leur vote, mais en même temps, il y a une majorité sénatoriale nouvelle. Cette majorité est de gauche. En tout cas, il ne peut pas y avoir de hold-up aujourd'hui sur la Haute Assemblée. C'est un échec pour l'UMP et qui peut s'expliquer de différentes manières. D'abord, vous savez comment est constitué le corps électoral sénatorial. Ce sont des élus locaux pour l'essentiel. Et c'est donc la traduction des échecs que nous avons subis aux dernières élections régionales ou municipales. Les vrais rendez-vous, c'est ceux de l'année prochaine, les présidentielles et les législatives, où là, c'est la totalité des électrices et des électeurs qui seront invités à se rendre aux urnes. Nicolas Sarkozy sait que c'est fini. De ce point de vue, ce qui est dit là est presque un glas. Lorsque l'on perd 4 élections de suite, municipales, régionales, cantonales et sénatoriales, j'allais dire, c'est le grand chelem de la spirale de l'échec. Je n'ai pas réussi, comme d'ailleurs tous mes amis, et Dieu sait si on s'est donné du mal, à rassembler dans un certain nombre de départements. On a vu des listes divisées, et ça fait perdre des sièges. Nous allons pas pouvoir faire voter des lois qui ont eu beaucoup de difficultés et qui ont été arrêtées. Je pense par exemple au droit de vote des étrangers aux élections locales. On est au Sénat, on est au Sénat. On va revenir, je vous promets, on va parler politique. Alors, cette semaine, vous serez... Certains à gauche ont très bien compris la fragilité de leur victoire. Dès les premiers bouchons de champagne débouchés, Elisabeth Guigou a aussitôt conseillé à son parti de profiter de sa majorité dans la Haute Assemblée pour imposer le vote des étrangers aux élections locales. De quoi pensent sans doute l'élu de Seine-Saint-Denis compenser et remplacer la désertion de l'électorat populaire français. Je pense que c'est une faute d'analyse que fait Martine Aubry de penser que le Sénat, c'est pour le droit de vote des immigrés. Pas du tout, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de permettre à un gouvernement de gauche de faire vite des réformes sur le terrain économique et social pour relancer la machine. Pourquoi? Parce que dans un pays où il y a du boulot pour tous et où on se sent bien, on est plus ouvert aux autres. Alors il n'y aura pas véritablement de blocage puisqu'en démocratie, la seconde chambre est élue au suffrage universel indirect et par suite, elle n'a pas le dernier mot. Mais ça aura pour effet de ralentir évidemment sensiblement le processus législatif. Inédit, le privé va se joindre au public pour dénoncer la dégradation des conditions de travail, notamment les suppressions de postes. Le mouvement s'annonce suivi. Le chantage financier qui en permanence est proféré par les uns et par les autres, parfois même à gauche, est irrecevable. L'école, il faut le dire, n'est pas une charge, c'est une chance, c'est une richesse, c'est un investissement. Les moyens, monsieur le député, ils sont là. Vous oubliez de rappeler que nous avons aujourd'hui une dépense par élève qui est de 80% plus élevée qu'elle n'était au début des années 80. 14 000 postes qui seront supprimés en 2012 dans le budget 2012. Eh bien, c'est une faute. Nous proclamons aujourd'hui que l'école est née. Mon devoir de chef de l'État, c'est d'abord de penser aux ouvriers, aux salariés et aux cadres qui sont lancés dans la compétition internationale et qui ont besoin du soutien de l'État. Plus
que de penser à ceux qui ont un travail difficile, mais qui ont un statut qui les protège. Décidément, je crois vraiment que le président de la République sortant n'a rien compris. Ce que veulent les Français aujourd'hui, c'est d'être rassemblés. Le président de la République n'a pas compris ce qu'était la France. Il n'a pas compris qu'on conjuguait égalité et liberté. Il n'a pas compris qu'on n'opposait pas les jeunes et les personnes âgées, les chômeurs aux travailleurs, le privé au public. François Hollande demande à remettre les postes uniquement parce que pour faire plaisir aux enseignants dans une quête de voix. Je ne trouve pas ça très bon. Déjà, la gauche occupe le terrain médiatique avec les primaires. Maintenant, elle va les occuper avec le Sénat. Et nous, pendant ce temps-là, on est dans la petite discussion budgétaire. Eh ben, moi, je pense qu'il faut un coup d'éclat. Quelle peut être la chanson préférée de l'ancien ministre des Chartes de l'immigration? Je vous le donne en mille. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi jusqu'à la frontière. Arnaud a raison. Oui Arnaud, tu as raison. Jean-Michel Baillet a raison. Emmanuel a eu raison de le dire. Manuel a totalement raison. Et Ségolène a raison. Tu as raison, non mais tu as raison de vouloir le dire. Oui Ségolène, tu as raison. L'alternance, qui sont des voies royales. Une étude incroyable de la Banque de France a été publiée hier. Elle montre que les PME subissent un taux de crédit de 3,7% quand elles sont indépendantes, alors que les grands groupes, eux, n'empruntent qu'à 2%. Différence considérable et littéralement scandaleuse. Il est temps que le secteur financier apporte sa contribution à la société. Voilà, juste un mot pour dire que tout ne s'achète pas par l'argent. Voilà, et autant je pense. Oui. Dans une société qui est mue par l'argent, oui. Eh bien justement, c'est ce qu'il faut changer profondément. Oui, les grands groupes payeront. Frais de campagne, 250 000 €. Matériel de vote, 1 200 000 €. Publicité dans les journaux, 800 000 € et enfin un dispositif antifraude pour 800 000 €. Total, déjà 3,5 millions d'euros. Je suis contente de voir que même certains en arrivent au non-cumul des mandats. Ce matin, vous les rassurez en leur disant clairement non, je n'ai pas pris la grosse tête. Non, mais regardez, vous verrez, elle est à la même taille. Il y a des politiques qui n'aiment pas les gens, donc il vaut mieux qu'ils ne fassent pas de la politique. Des noms. Ceux qui ont perdu en général à l'élection présidentielle, c'est que les Français ont eu le sentiment que le candidat, il y en a beaucoup, il y a eu beaucoup qui ont perdu. Non, je crois pas. Allez, je ne veux pas dire du mal. Oui, bien. Mieux que la première fois? Oui. Bon alors on trinque quand même, merde.